Pour commencer cette dernière table ronde de la journée sur les répercussions de la guerre froide au Moyen-Orient, je voudrais revenir très brièvement sur la guerre froide. On l'a vu au cours des 3 tables rondes précédentes que la guerre froide est un arrière-plan incontournable des événements de l'année 1979 au Moyen-Orient. En effet, au cours de la décennie 1970, alors que la détente concerne très largement l'Europe, le Moyen-Orient se singularise par une multiplication des tensions et des crises et par une bipolarité croissante. Cette bipolarisation du Moyen-Orient se traduit, on le verra, par une ingérence des 2 grandes puissances dans les affaires moyen-orientales. Ces grandes puissances interviennent par une politique d'influence. Cette politique d'influence s'exerce par la fourniture d'armement, par la formation des élites et par des aides économiques. On verra aussi qu'en retour, les États de la région tirent parti de cette situation avec opportunistes pour impliquer les grandes puissances dans leurs affaires régionales selon leurs intérêts propres. On le verra, au cours de la décennie 70, ces puissances régionales tentent pourtant à s'autonomiser des 2 grands. Nous l'avons vu très largement à travers les différentes tables rondes, les acteurs de la guerre froide interprètent les événements de l'année 1979 à travers ce prisme, à travers le prisme de la guerre froide. Cela les empêche, comme Alain Grèche l'a montré ce matin, parfois de percevoir les transformations en cours, et notamment l'émergence de l'islam politique qui est apparu très clairement dans les différentes interventions. On va le voir, en retour, ces événements ont des répercussions sur l'image et sur la posture de Washington et de Moscou dans la région à court terme, mais aussi à long terme, puisqu'ils préfigurent les modifications et le renouvellement de leur rôle au Moyen-Orient dans la décennie 1980 et au-delà, dans l'après-guerre froide. Donc pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Philippe Droz-Vincent, qui est spécialiste du monde arabe. Il est professeur agrégé en sciences politiques et en relations internationales. Il est professeur à Sciences Po Grenoble. Ses recherches porte tout d'abord sur le rôle de l'armée, de la sécurité dans les pays du Moyen-Orient, sur l'autoritarisme et les processus de transition démocratique. Et donc, ces thèmes ont été traités notamment dans un ouvrage sorti en 2004, Moyen-Orient, pouvoir autoritaire, société bloquée. Il est aussi spécialiste de la politique américaine au Moyen-Orient et c'est à ce titre qu'il interviendra dans cette table ronde. Il a publié notamment sur ce sujet Vertige de la puissance, le moment américain au Moyen-Orient à la découverte en 2007. Pour traiter de la position soviétique puis russe au Moyen-Orient, j'ai le plaisir d'accueillir Adlen Mohammedi, qui est diplômé de géopolitique, d'histoire contemporaine et de droit international public. Il est l'auteur d'une thèse sur la politique arabe de la Russie post-soviétique, soutenue à Paris 1. Depuis 2018, il coordonne diverses études et observatoires relatifs au monde arabe au profit d'organismes publics chez AESMA, dont il est le directeur scientifique depuis 2021. Et par ailleurs, il publie très régulièrement dans différents médias et enseigne la géopolitique à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Alors sans perdre de temps, on va ouvrir cette table ronde donc, qui sera composée de 3 grandes parties. Dans une première séquence, on reviendra sur les événements qui ont touché la région du Golfe, à court terme, mais aussi à long terme, donc avec le point de vue d'un côté américain puis le point de vue soviétique, les événements qui ont trait au conflit israélo-arabe, pour revenir sur la table ronde de ce matin, avec la position américaine puis la position soviétique, et puis on parlera, j'espère, plus largement de l'Afghanistan, avec un éclairage sur l'intervention soviétique en Afghanistan. Donc il s'agit de voir bien sûr les réactions de Washington et de Moscou dans l'immédiat, mais aussi à plus long terme, de voir les impacts de ces événements dans la redéfinition du rôle de l'URSS,
puis de la Russie, mais aussi des États-Unis dans les années 80, puis au-delà dans l'après-guerre froide. Donc chacune de ces séquences porteront sur les deux intervenants qui auront à peu près 7 minutes pour réagir. Donc, je vais commencer par une première question donc à Philippe Dreuze-Vincent sur les bouleversements qui touchent la région du Golfe en 1979. Comment les Américains réagissent dans l'immédiat? Comment analysent-ils ces événements à travers le prisme de la guerre froide en fonction de leurs intérêts propres par rapport à l'URSS? Ou bien perçoivent-ils les transformations en cours dans la région? Merci Henri pour l'invitation et donc merci au Collège pour toute l'organisation. Alors je vais donc m'orienter sur la politique américaine et répondre sur 79 comme Valérie vient de me le demander, mais je me place tout à fait dans la problématique que Henri a expliquée ce matin en liminaire, c'est-à-dire que 79 c'est un surgissement d'événements de l'Iran en février jusqu'à l'Afghanistan en décembre, vécu dans un cadre de guerre froide, par des décideurs de guerre froide, avec une pensée de guerre froide, la seconde guerre froide de Fred Hallyday, etc. Mais c'est aussi, en même temps, une ouverture sur une ère nouvelle. Ça ouvre une ère nouvelle, même s'ils ne s'en rendent pas compte à cette époque-là. En tout cas, pour nous du côté américain, de repositionnement de la politique étrangère américaine, de déploiement, d'interventionnisme, qu'on va retrouver jusque dans les années 90, et puis après 2000, avec l'Irak et l'Afghanistan. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle génération qui, à cette époque-là, j'en parlerai dans un instant, à 25-30 ans, des gens qui jouent un rôle extrêmement important par la suite, Khalilzad, Fukuyama, enfin, j'y reviendrai dans un instant. Et paradoxalement, autant il y aura un interventionnisme américain, autant il n'y aura plus d'interventionnisme soviétique, je dis bien soviétique, après 1980, et plus de passage d'autres pays dans le camp communiste. Donc c'est pour ça que 79 est très important. Donc, sur 1979, cette pensée de guerre froide, bon, c'est une période complexe aux États-Unis. Henri, tu l'as rappelé ce matin, en 72 aux États-Unis, la sortie du Vietnam, les problèmes du Watergate. C'est, je reprends tout ce que tu as dit, c'est la détente avec l'URSS, la coexistence pacifique, l'arms control, etc. Mais il y a la perception qu'il y a des succès soviétiques tout à fait nouveaux en Afrique. Je crois qu'Alain en avait parlé, l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie, donc tout ce qui est corne de l'Afrique, sans compter le renforcement de Cuba, au Nicaragua, au Salvador. Donc une poussée soviétique avec une nouvelle flexibilité d'intervention par des intermédiaires, par des proxies, les Vietnamiens au Cambodge, les Cubains en Afrique, dans cette vision-là, les Syriens au Liban. Et à Washington, en 1979, on ne considère pas que c'est une rupture de la détente, mais il y a une perception d'un déclin américain, d'avancée de l'URSS avec des soviétiques, avec des nouvelles méthodes militaires, alors que les proxies, entre guillemets, américains, fonctionnent pas bien, sauf Israël, dans la vision américaine. Brzezinski a toute une théorie des pôles régionaux. L'Iran, je vais y revenir tout de suite, s'effondre. Le Brésil, c'est pas assez problème. Le Nigeria, c'est pas consistant, etc. Donc, il y a l'idée d'une crise, d'un déclin américain. Bon, le plus grave, c'est l'Iran. L'Iran, c'est un élément clé du dispositif régional américain. Depuis 1972, la visite mai 72 de Kissinger, Nixon, au Shah d'Iran, qui met en place ce qu'ils appellent la Twin Pillars politique, donc à deux piliers, où le Shah, l'Iran, est chargé de la protection du Golfe pour les questions militaires et sécuritaires, l'Arabie saoudite pour les questions pétrolières, en lien avec les intérêts américains, de protection des intérêts américains. Or, déjà sous Nixon, ça se passe mal, puisque 3 semaines après, c'est le Watergate. Et puis, l'année d'après, le Shah d'Iran est diagnostiqué pour son cancer du sang. Donc, février 1979, c'est l'Iran qui s'effondre pour les États-Unis. L'Iran, c'est le Shah d'Iran. Ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas d'autre solution. Washington n'y a rien vu, la bureaucratie américaine n'y a rien vu. Regardez tous les livres de Gary Sick, qui était une petite main à cette époque-là.
où l'ambassadeur américain, Richard Helms, auprès du Shah d'Iran, qui était un ancien de la CIA, qui avait été dans les affaires Allende, etc., ils n'y ont rien vu. Alors, même si les nouvelles forces, Khomeini, il y a d'autres forces, hein, comme on vous l'a expliqué ce matin dans la table ronde sur l'Iran, ne sont pas influencées par l'URSS, mais sont plutôt sur le slogan, je vais tenter le persan aussi, Na Sharq, Na Gharb, Fakhat Jumhuri et Islami, donc ni Est ni Ouest, seulement la République islamique, une République islamique, une révolution islamique. Côté américain, donc, ils ne sont pas influencés par l'URSS, puisqu'ils sont ni Est ni Ouest, mais il y a l'idée très guerre froide que c'est un jeu à somme nulle, que si les États-Unis perdent, l'URSS va gagner, ou en tout cas en tirer profit. Ça veut dire que les États-Unis vont se focaliser à partir de ce moment-là sur le Golfe, renforcer le Northern Tier, la fameuse expression de Dulles, parce que l'URSS, dans leur vision, va chercher à dominer le Golfe, l'océan Indien, renforce ses liens avec l'Irak et son soutien à l'Inde, d'où aussi le renforcement du Pakistan. Et l'Afghanistan, c'est un peu la même type de perception, l'invasion de l'Afghanistan. L'Afghanistan, ce n'est pas un enjeu considérable pour les États-Unis, qui ont accepté son glissement dans la sphère soviétique dans les années 70. Les Européens, d'ailleurs, ne sont pas alertés non plus. On parlait de VGE et de Helmut Schmidt à cette époque-là. Ils voient l'invasion soviétique comme quelque chose de défensif contre une islamisation. Mais pour les États-Unis, ça signale une intervention de l'armée rouge hors de sa zone d'influence de Yalta, une brèche dans le containment, et pas par un proxy, pas par un intermédiaire, mais l'armée rouge directe. Donc au total, l'Iran, l'Afghanistan, c'est tout un sentiment d'inquiétude, une lecture catastrophiste dans la politique étrangère américaine en 1979. Ça va expliquer toute une concentration sur le Golfe, on en reparlera sur la doctrine Carter. Bon, la Mecque, les événements de la Mecque, ça va être géré plutôt, on l'a dit ce matin, le fameux capitaine Baril, le GIGN et aussi les Pakistanais, qui jouent un rôle très important pour aller nettoyer l'intérieur de la mosquée. Et derrière tout ça, il y a toute une nouvelle génération qui a 25-30 ans à cette époque-là et qui va s'acclimater aux relations internationales en travaillant sur ces dossiers-là, sur cette réaction américaine, sur ce que doivent faire les Américains. Des gens qui sont des petites mains, qui viennent de faire leur PhD en relations internationales, qui souvent sont employés dans l'administration, dans les think tanks. La Rand Corporation, le think tank de l'armée de l'air, joue un rôle extrêmement important. Et là-dedans, vous allez trouver quelqu'un comme Zalmay Khalilzad, personnage extrêmement important. À cette époque, c'est un natif de Mazar-e-Sharif en Afghanistan, qui travaille sur le Northern Tier, donc comment renforcer le Northern Tier, etc. Pour ceux qui s'intéressent à l'Irak ou à l'Afghanistan des années 2000, c'est un personnage essentiel qui choisira des premiers ministres irakiens, bon, pas de bons choix, ou qui s'occupera de l'Afghanistan pour les républicains. Il est plutôt républicain. À la même époque, vous trouvez aussi Francis Fukuyama, par exemple, dont vous avez entendu parler. Mais à cette époque-là, il travaille sur l'Irak. Il travaille sur ce dont parlait Loulou, ces rapports il fait des rapports dans ces années-là sur les rapports entre le Parti communiste irakien et le Baas. Il a un peu tout lu, enfin c'est très honnête, c'est très intéressant ce qu'il fait. Je crois même qu'il a lu Batatou à cette époque-là, donc faut quand même y aller. Il fait aussi des rapports sur la résistance afghane, qui sont tout à fait intéressants, ce qu'on peut lire à la même époque ou un peu après, sous la plume d'Olivier Roy, de Jean-José Puig, de l'équipe des Nouvelles d'Afghanistan, etc., sur le fonctionnement de la résistance afghane. Donc il y a toute une pensée de comment on va réagir. Et on le voit, le début de réaction. Je vais terminer par là, je suis peut-être un peu au-delà des 7 minutes, mais dans une action de l'administration Carter au Yémen, en février 1979, justement. Après un incident, le Sud étant pro-soviétique, avec peut-être 800 Cubains, 1000 soviétiques et les fameux conseillers de la RDA, donc la République démocratique allemande, les fameux conseillers de la Stasi. Donc il y a une attaque du Nord sur le Sud, un peu bizarre.
Et à partir de là, en mars 79, le Sud marxiste, la République, pour faire simple, hein, la République démocratique populaire du Yémen, attaque le Nord, va presque jusqu'à Taïz, au Nord, deuxième ville si vous voulez, bombarde Sanaa, fait un raid sur Hodeïda, le fameux port extrêmement important. Tous les noms que je vais prononcer pour ceux qui s'intéressent au Yémen depuis 2014-2015 reviennent d'actualité. Et donc, Ali Abdallah Saleh, qui est déjà présent, fait appel à l'aide extérieure, et Carter, qui s'occupe de la paix égypto-israélienne, donc il y a un autre dossier à traiter, va quand même traiter ce gars-là, réagir, envoyer 18 F-5, à cette époque-là, c'était les F-5. Comme il n'y a pas de pilote au Nord-Yémen, on va ramener 80 Taïwanais. Tout ça payé par l'Arabie Saoudite, 300 millions de dollars. L'Irak s'occupe des défenses antiaériennes de Sanaa. La Navy, donc l'armée, la marine américaine, fait une démonstration de force en mer Rouge. Ça vous rappelle aussi quelque chose dans la mer Rouge. Pour stabiliser la situation, on arrivera à cesser le feu et à une négociation au Koweït en mars 1979. Donc vous voyez, une première réaction dès cette époque-là, une volonté de réagir, un sentiment que les choses sont en train de changer, d'incertitude, une lecture catastrophiste du côté de l'administration américaine. Mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, pour réagir à ces événements, maintenant, est-ce que Adel Mohammedi, vous pouvez revenir sur les grands axes de la politique soviétique au Moyen-Orient sous la période Brejnev, et puis dans ce contexte, de voir comment Moscou interprète les événements du Golfe, notamment la révolution iranienne. Est-ce que le Kremlin y voit un recul de l'influence soviétique dans la région, ou bien, comme l'a montré Alain Grèche, le résultat de son influence? Merci. Alors, merci beaucoup, merci au professeur Laurence pour cette invitation et merci aux organisatrices de cette journée. Alors, je vais commencer par évoquer effectivement les principaux axes ou les grandes lignes de la politique soviétique au Moyen-Orient sous Brejnev, et notamment pour la décennie 70, hein, pour arriver ensuite à 1979. Alors effectivement, dans les années 50 et dans les années 60, on a un certain nombre de motifs d'inquiétude pour l'Union soviétique dans la région. On l'a rappelé ce matin, dans les années 50, et en particulier en 1957, on a la doctrine Eisenhower qui a été mise en application au Liban en 1958 avec une intervention au profit du président Sharon. Dans les années 60, on a évidemment la défaite cuisante des armées arabes soutenues par l'Union soviétique lors de la guerre des 6 jours en 1967. Mais malgré cela, au début des années 70, j'ai envie de dire que les motifs de satisfaction pour l'Union soviétique sont encore là, hein, au tout début des années 70. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée d'un éventuel enlisement des États-Unis au Vietnam, parce que le début des années 70 coïncide avec le départ effectif des Britanniques de la région, ce qui laisse une certaine place à d'autres puissances. Et au début des années 70, Moscou peut compter sur un certain nombre d'États amis. On a un traité d'amitié qui est signé avec l'Égypte en 1971, un traité d'amitié signé avec l'Irak en 1972. Manon Nour l'a rappelé tout à l'heure, pour la Syrie, il faudra attendre. Et on a bien sûr l'alliance avec le Yémen du Sud et un rapprochement avec la résistance palestinienne, puisque Arafat se rend à Moscou en 1974 et accueilli avec un certain enthousiasme par Kosygin, donc, qui fait partie de la Troïka à la tête de l'Union soviétique. En 1970 en particulier, puisqu'on a parlé du Liban tout à l'heure, alors c'est une hypothèse qui est parfois oubliée, mais l'Union soviétique aurait joué un rôle dans l'élection d'un président libanais, ce qui n'est pas souvent arrivé, puisque parmi les hypothèses invoquées pour l'élection de Sleiman Frangieh en 1970, on a évoqué l'hypothèse d'une influence soviétique, d'une pression soviétique sur ses alliés locaux, notamment la résistance palestinienne et aussi et surtout sur Kamal Jumblat, puisque son vote sera décisif à ce moment-là. La raison à l'époque évoquée étant
une affaire d'espionnage, hein, d'un mirage français détourné par l'Union soviétique, et une affaire qui aurait été démantelée par le fameux deuxième bureau de l'armée libanaise. Faire élire un homme comme Sleiman Frangieh, qui peut paraître contre-intuitif effectivement pour les soviétiques, puisque il sera l'un des représentants de la droite chrétienne la plus farouche, en tout cas au début, peut paraître contre-intuitif, mais ça aura un effet puisqu'il va effectivement démanteler le deuxième bureau au Liban. Et ce qui est ironique, j'ai envie de dire l'ironie de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'en 1970, les soviétiques auraient gentiment, alors évidemment ce n'est pas le facteur unique, hein, suggéré à Kamal Jumblat de faire élire Frangieh. L'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, certains observateurs évoquent d'éventuelles pressions russes pour suggérer à Walid Jumblat de faire élire éventuellement Sleiman Frangieh Jr., c'est-à-dire le petit-fils de l'ancien président libanais. Donc, cette même décennie 70 marque aussi un recul soviétique, hein, perceptible sur certains dossiers. Pour rejoindre un peu ce qui a été dit lors de la table ronde précédente, on a affaire à une certaine flexibilité des relations, à des partenariats à géométrie variable. On parle souvent aujourd'hui de flexibilité au Moyen-Orient et des alliances ou des partenariats qui sont plutôt flexibles aujourd'hui. C'était déjà le cas finalement dans les années 70, même si la coloration, on va dire, idéologique transparaît encore à l'époque et plus du tout aujourd'hui. Alors bon, parmi les reculs, on a évidemment l'épisode de l'expulsion des experts soviétiques en 1972, même si ça n'annonce pas définitivement la rupture entre les soviétiques et Sadat. En réalité, malgré l'échec militaire de 1973 que l'Égypte transformera en succès politique, Sadat va jouer une carte et va essayer de jouer à une forme d'équilibrisme jusqu'en 1977, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'il sera considéré par Moscou comme étant définitivement passé à l'autre camp, même si certains signaux indiquent qu'il l'était déjà avant. Et au-delà de la déconvenue militaire de 1973, Moscou se retrouve en réalité affaibli sur le front du conflit israélo-arabe, puisque l'Union soviétique sera évincée dans le cadre du processus voulu par les Américains, à savoir le rapprochement israélo-égyptien qui aboutira, comme on l'a vu ce matin, à la normalisation. Alors, pour ce qui est de l'Irak, on n'a pas de rupture frontale, hein, cela a été évoqué tout à l'heure, mais on a quelques signaux négatifs ou ambigus. Alors Henri Laurence a dit ce matin que le meilleur moyen de faire pression sur les soviétiques, c'était de réprimer les communistes. Effectivement, c'est ce que fera Saddam Hussein en 1978. Parallèlement, l'Irak va essayer de jouer la carte, là encore, de l'alternative, hein, puis en se tournant vers la France dans le domaine de l'armement. Le principal fournisseur d'armement pendant toute cette période restera bien sûr l'Union soviétique, mais l'Union soviétique, on va dire, ne laissera faire, sera bien obligée de laisser faire l'Irak quand celui-ci se tournera vers la France. Pour ce qui est de l'Iran, le cas particulier de l'Iran, alors il faut bien rappeler que malgré évidemment les divergences idéologiques indéniables, les relations entre Moscou et l'Iran du Shah ne sont pas exécrables à la fin des années 70. Entre 77 et 78, par exemple, l'URSS est quand même le deuxième fournisseur d'armement de l'Iran du Shah. Alors, pour répondre à la remarque d'Alain Grèche de ce matin, au moment où éclate la révolution, où évidemment les islamistes prendront le dessus, Moscou ne va pas soutenir directement l'Iran, mais va manifester une certaine prudence. Alors, d'abord, bien sûr, on a une reconnaissance dès 1979 du nouveau pouvoir en place en Iran. On a même une révolution qui est clairement saluée par Brejnev, hein, comme étant une sorte de révolution anti-impérialiste.
Donc on a un discours malgré une inquiétude derrière, hein, une inquiétude une inquiétude justifiée par les discours de Khomeini à l'égard de l'Union soviétique, hein, le petit Satan, dira Khomeini en parlant de l'URSS. Mais en 1979, on a encore eu, comment dire, une volonté de montrer, en tout cas aux Américains, que l'Iran n'est pas perdu. Par contre, dès 1979 et jusqu'en 80, les résultats concrets de cette révolution islamique seront clairement néfastes pour l'Union soviétique, parce que les échanges commerciaux vont s'écrouler par rapport à la période précédente, sous le Shah. La livraison de gaz depuis l'Iran va s'écrouler aussi, va s'effondrer de 75% pour l'année 79, puis va cesser à partir de mars 1980. Et on a affaire donc à, dès 1980, dès 1979, en fait, les Soviétiques savent bien que ce qui se passe en Iran n'est évidemment pas une très bonne nouvelle pour eux. Alors, je ne reviendrai pas sur la relation particulière alors qui concerne indirectement l'Union soviétique entre la Syrie et l'Iran, simplement pour rappeler que c'est un partenariat qui compte pour Moscou, qui est important, c'est un signal important pour Moscou, et c'est un partenariat, ce rapprochement entre la Syrie et l'Iran qui est fondé sur des priorités entre guillemets géopolitiques immédiates et non pas sur des considérations civilisationnelles, hein, puisque la Syrie va se sentir assiégée par l'Irak de Saddam, par la Turquie, par le rapprochement syro-égyptien. Donc, pour finir un peu sur cette décennie et ces grands axes de la politique soviétique dans la région, j'aimerais rappeler quand même qu'on a affaire à une consolidation de la relation avec la Syrie, même si l'arrivée de Hafez al-Assad au début n'est pas forcément perçue avec beaucoup d'enthousiasme par Moscou, et même si les signaux, comme l'a rappelé Manon Nour tout à l'heure, envoyés par Hafez al-Assad ne sont pas toujours très positifs. Il faudra attendre 1980 en fait pour le traité d'amitié. Et finalement, en fait, le motif militaire de satisfaction en 1979 pour l'Union soviétique, qui sera éphémère, c'est la victoire ou la victoire éphémère du Yémen du Sud lors de la guerre interyéménite de 1979. Et effectivement, bon, cette victoire sera aussi intéressante, justement à l'aune de la flexibilité que j'ai évoquée, puisque des pays proches de Moscou, à savoir la Syrie et l'Irak, ne vont pas jouer le jeu de Moscou en termes d'alliance avec le Yémen du Sud, et au contraire joueront d'abord la carte du soutien au Yémen du Nord, puis la carte de la médiation en réalité, ce que laissera faire avec un feu vert de Moscou, enfin, ce qui ne gênera en tout cas en rien la politique soviétique. Alors je m'arrête là sur cette question. Merci beaucoup. Alors, vous avez montré assez clairement que Moscou est affaibli sur le dossier israélo-arabe, hein, dans la mesure où les soviétiques sont évincés du processus de paix. Alors, je me tourne vers Philippe Droz-Vincent pour savoir quelle lecture les Américains font de ce traité auquel ils ont très largement contribué, et quel est l'impact de ce traité sur leur approche de la paix dans la région, et plus largement, comment ce traité annonce une redéfinition de leur rôle au Moyen-Orient. Alors, oui, merci. Donc je vais effectivement expliquer comment tous ces événements, donc je peux commencer par le traité, et puis de paix israélo-égyptien, et puis je pense qu'il faut aussi revenir un petit peu sur le Golfe en même temps, et montrer comment tout ce qui se passe en 79, ces événements dont on a parlé tout à l'heure, vont permettre de se projeter sur l'avenir et avoir des conséquences pour l'avenir. Alors si je commence par le traité de paix israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe, c'est un conflit majeur de bipolarité. Les guerres de 67, les guerres de 73, ça a suscité des alertes nucléaires de niveau 3 sur 5. C'est un conflit essentiel, même si ce n'est pas un théâtre central de la bipolarité, mais ça provoque des grandes crises similaires
à ce qui se passe sur les théâtres européens, Berlin ou les euromissiles. Alors, effectivement, il y a un changement majeur, au sens où, bon, alors là aussi, les hommes étaient présents sous Nixon et vont être présents sous Carter. Bill Quant en est l'exemple, William Quant, l'exemple important. Bon, après 73, kilomètre 101, Sinaï, dont Henri a certainement parlé dans ses cours, la step-by-step diplomatie de Kissinger, au début avec Gromyko, puis après dans les négociations, et en particulier dans Camp David, l'URSS sera exclue. Mais l'idée de Kissinger, c'est de faire quelque chose sur un conflit pour essayer de limiter les dérives de ce conflit, même s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire les Palestiniens, qu'est-ce que c'est? Il ne peut pas comprendre cette entité qui n'est pas state-like entity, enfin les gens, les conseillers essaient de lui expliquer, dont Bill Quant, mais sentent que, bon, voilà, il n'y arrive pas. Y arrive l'administration Carter, qui reprend des hommes de l'administration Nixon, qui là va beaucoup plus loin dans le sens d'une prise en compte de la question palestinienne, sans prononcer le mot « state ». À cette époque, il se heurte profondément à Yitzhak Rabin, qui est Premier ministre israélien. Donc il y a tous les termes de Carter disant « we have to figure out how to fold them, they should have a homeland of their own », etc. Enfin, des choses ambiguës. Brzezinski, dont on en parlait aussi ce matin, est aussi fortement intéressé à cette question. Et c'est ce qui va faire avancer le traité la paix égypto-israélienne. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette paix, elle va structurer dans la durée le conflit et la question palestinienne, créer des continuités. Après le départ de l'administration Carter, un petit peu comme ce que vous voyez avec Trump, qui introduit une nouvelle, son deal avec le Golfe pour oublier la question palestinienne, quelque chose qui est repris par une administration très différente, Biden, Blinken, etc., dans les négociations actuelles avec l'Arabie saoudite. Bon, revenons sur cette période-là. Ça va construire trois éléments qui vont peser sur le futur. D'abord, la paix israélo-égyptienne, c'est la mise en place d'une relation triangulaire, en fait. États-Unis, Israël, Égypte, fondamentale, et qui explique que l'Égypte n'ait jamais renoncé à la paix avec Israël, bien qu'elle soit froide, etc., quelles que soient les tensions qu'il y a pu avoir avec Israël ou les tensions régionales au moment de la seconde intifada 2000-2001. Derrière, on a parlé, quand on a parlé d'Égypte ce matin, il y a toute une économie politique qui se met en place, qui est essentielle à partir de 80. Si vous regardez, l'Égypte et Israël, c'est 40% de l'aide extérieure américaine dans le monde à cette époque-là. 40%. Et Camp David, regardez les travaux de John Waterbury, vieux travaux de John Waterbury, c'est ce qui permet de sauver le système égyptien et son pilier militaire. Un système qui ne crée pas de richesse, mais qui avale, qui en consomme beaucoup de la richesse, qui se réforme, in fita, mais sans réellement changer les cartes. D'où le besoin d'aide extérieure pour financer le système, d'où aussi, et ça les Américains sont très présents, les rapports avec le FMI et la Banque mondiale. Comme vous le savez, ce sont des questions qui sont très actuelles. Le prix de tout ça, ça sera le maintien de cette stabilité égyptienne et l'autoritarisme de longue durée sur Moubarak. Donc, premier élément. Deuxième élément que vous retrouvez, qui va peser, il y a un front de refus. Prendre l'exemple syrien dont on parlait tout à l'heure. La Syrie, elle est ambiguë. Elle est dans le refus, le rejet, mais un rejet tactique, c'est-à-dire un rejet dont l'objectif est de parler avec les États-Unis en même temps. Et en même temps, la Syrie, à cette époque-là, dans ces années 80, va se lancer dans la parité stratégique avec Israël. Ça consiste à renforcer l'armée syrienne entre 78 et 84 pour la mettre au niveau de l'armée israélienne. Donc l'armée syrienne, elle double de taille pour arriver à celle d'Israël, autour de 650 000 hommes. Elle récupère des armes par les soviétiques que les soviétiques ne voulaient pas livrer jusqu'à présent, donc à partir de 81-82. J'entre pas dans la quincaillerie, mais 4000 chars, T-72, des batteries de missiles, 500 MiG, etc. En fait, ça vous explique tout le
le matériel que vous allez voir dans la guerre civile syrienne à partir entre 2013 et 2015, qui va être récupéré par les rebelles, etc., ces quantités phénoménales qui sont stockées dans les bases, il date de cette époque-là. Il a été ramené à cette époque-là. D'ailleurs, il y a un traité d'amitié et de coopération avec les soviétiques en 80. Ça sera freiné par Gorbatchev, parce que les Syriens, c'est un allié qui crée beaucoup de dettes. 12 milliards de dettes à la fin des années 80. Donc les soviétiques exigeront le paiement en dollars. D'ailleurs, ça amènera des problèmes au sein du système syrien lui-même, où les civils, les technocrates civils reprendront la main sur les militaires avec l'approbation de Hafez. Donc c'est toute une transformation de la Syrie. En parallèle, une mainmise sur le Liban et l'outil militaire qui est aussi utilisé pour renforcer l'autoritarisme en Syrie, le corps des officiers alaouites qui sont mis en place systématiquement à partir de cette époque-là. Et le troisième leg de cette paix, donc le rapport triangulaire États-Unis, Égypte, Israël, dans le front du refus, un certain nombre d'acteurs qui introduisent des stratégies, je viens d'expliquer la stratégie syrienne, c'est qu'à côté de ça, il y aura ceux qui ne sont pas dans le refus, mais qui sont réticents à entrer évidemment dans le front du refus, qui maintiennent la façade de la lutte contre Israël sans véritable réalité concrète, tout en négociant avec les Israéliens. Et par la suite. Et donc, ces lignes-là, elles sont dessinées dès ce moment-là par le traité de paix. Évidemment, il faudra une autre étape, la fin de la guerre froide, les Norvégiens à Oslo, pour entrer dans le peace process des années 90, qui est autre chose. Est-ce que j'ai le temps de parler un peu golf ou pas? Très rapidement, si c'est possible. Non, c'est pas possible. Après. D'accord. Donc, je vous propose de revenir à l'année 79 et de passer un petit peu de temps sur l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Comment expliquer cette intervention ? Est-ce qu'elle est destinée plutôt à servir l'avancée soviétique, comme certains l'ont écrit, ou alors est-ce purement une opération défensive ? Quels sont ses effets immédiats sur l'influence soviétique dans la région? Et puis aussi peut-être de voir les effets de cette invasion soviétique de l'Afghanistan sur l'URSS elle-même. Est-ce qu'elle peut être annonciatrice de la fin de l'URSS, comme certains historiens l'ont écrit au début des années 90? Donc pour cela, je passe la parole à M. Mohamedi pour à peu près 5 minutes, si c'est possible. Alors, je vais essayer d'aller très très vite sur cette question et me focaliser sur les conséquences plutôt que sur l'événement lui-même. Alors, l'interprétation est libre sur cette question. Est-ce que c'est une guerre défensive? Alors, il y a une dimension quand même locale dans la guerre d'Afghanistan, c'est-à-dire que pour certains observateurs, les soviétiques ont été quand même piégés par leurs alliés communistes afghans. C'était pas forcément le scénario idéal pour eux, mais dans les faits, il y a eu une double crainte de l'URSS à ce moment-là, une triple crainte même, une crainte générale de l'expansion de l'influence américaine, bien sûr, une crainte plus spécifique, à savoir l'insurrection islamique en Afghanistan face aux communistes, et une crainte plus personnelle à l'égard de Hafizullah Amin, qui était considéré comme assez peu fiable par les soviétiques, qui finiront par l'éliminer à la fin de l'année 79. Pour ce qui est des conséquences, qui nous intéressent plus directement au Moyen-Orient, alors dans un contexte où le centre de gravité du monde arabe se dirige de plus en plus vers le Golfe, et on le verra notamment plus tard avec la naissance du Conseil de coopération du Golfe en 1981 contre les effets de la guerre Iran-Irak et contre les effets de la révolution islamique iranienne. Il se trouve que c'est dans cette région que l'Union soviétique va se heurter à une certaine hostilité. La conséquence à long terme, ce sera le djihad transnational en Afghanistan, qui va être considéré plus tard comme l'une des principales menaces pour Moscou, à l'extérieur de ses frontières et à l'intérieur de ses frontières plus tard.
Et on a, bien sûr, une campagne anti-soviétique internationale à laquelle vont participer un certain nombre de pays de la région. Bien sûr, on va avoir des critiques virulentes sur cette question qui vont émaner de la République islamique d'Iran, bien sûr. Alors c'est là qu'on parlera de plus en plus du petit Satan en parlant de l'Union soviétique ou des pillards de l'Est en parlant de la politique soviétique en Afghanistan. On a bien sûr le soutien saoudien au djihad anti-soviétique durant toute la décennie 80. Et on a l'impression en fait d'un monde musulman qui s'éloigne en partie, alors cela se verra notamment dans le cadre du boycott des Jeux Olympiques de 1980, parce que là on va retrouver un certain nombre d'acteurs régionaux, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, l'Égypte, Israël bien sûr, mais aussi l'Iran, le Maroc et la Tunisie. Alors bien sûr, tous les pays de la région ne vont pas boycotter les Jeux Olympiques à Moscou, hein. Ce ne sera pas le cas de la Syrie, de l'Irak ou du Liban, mais on a quand même un signal qui peut paraître inquiétant. Alors, en 1980, en réalité, la rupture n'est pas nette, puisque c'est l'année du traité d'amitié entre l'URSS et la Syrie. Dans la décennie 80, l'Union soviétique va être quand même contrainte de faire preuve d'une certaine prudence, d'une certaine retenue, contrainte aussi parfois par son impuissance. Cette impuissance, elle sera visible au moment de l'invasion israélienne au Liban en 1982. Hein, l'Union soviétique n'y pourra pas grand-chose. Et pour ce qui est de la guerre Iran-Irak, on a bien sûr une livraison d'armes presque continue en réalité, profitant à l'Irak. Même si Saddam va la juger insuffisante à un moment, bon, ben, il en bénéficie, hein, ça restera quand même son principal fournisseur. Mais d'un point de vue diplomatique et même dans la presse russe, on a une sorte de neutralité presque méthodique affichée. C'est-à-dire, en gros, on ne va jamais donner l'impression qu'on a une préférence pour l'un ou pour l'autre. Hein. On présente les événements de la manière la plus factuelle qui soit, comme si on n'avait strictement aucune préférence entre l'Iran et l'Irak. Autre signe de la prudence dont va faire preuve l'Union soviétique dans la décennie 80, le rapprochement avec le Yémen du Nord. C'est quand même un point aussi intéressant. Il n'y a plus cette intransigeance dans le soutien au Yémen du Sud. Au milieu des années 80, on a un rapprochement qui est affiché au profit du Yémen du Nord. Et au tournant de 1982-1983, au moment où Andropov, alors ça c'est peut-être un peu parfois des petites saillies d'une puissance qui n'est plus vraiment très puissante, on a l'arrivée au pouvoir d'Andropov. Et l'arrivée au pouvoir d'Andropov au novembre 1982, qui sera encore au pouvoir pendant toute l'année 1983, va profiter quand même à un acteur régional en particulier, la Syrie. Et l'arrivée au pouvoir d'Andropov correspondra au moment où la Syrie va recevoir le plus de soutien militaire, et cela se verra notamment sur le théâtre libanais. Hein, parce qu'en 1983, les Syriens doivent faire face aux Israéliens sur le théâtre libanais et avoir un soutien massif de la part d'Andropov et des États satellites. Hein, on lui a envoyé autant d'avions et de pilotes que Hafez pouvait demander. C'était quand même ça lui permettait quand même de maintenir un semblant d'équilibre face aux Israéliens. Alors pour la dernière question sur est-ce que ça a joué un rôle dans la chute de l'Union soviétique, c'est difficile à dire puisque bon, il y a quand même plusieurs facteurs évidemment qui ont contribué à la chute de l'Union soviétique. Ce qui est certain, c'est le fait de se mettre à dos certains pays et en particulier ces pays finalement qui vont avoir un certain pouvoir de nuisance, notamment sur le marché des hydrocarbures, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, ne va pas aider. Et dans l'imaginaire soviétique, on considère effectivement encore aujourd'hui, que le rôle hostile joué par l'Arabie Saoudite dans le domaine, hein, à travers une production soutenue pour affaiblir les prix pendant la décennie 80, a été l'un des principaux facteurs de la chute de l'Union soviétique. Mais effectivement, bon, les facteurs de la chute de l'Union soviétique, alors ce n'est pas ça qui manque. Donc je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.
Est-ce que, Philippe Drozdinson, vous voulez revenir sur la manière dont Washington interprète cette ingérence russe, sur le rôle des Américains en Afghanistan, puis je crois que vous voulez aussi revenir sur le rôle des États-Unis dans le Golfe, dans le sens que vous voulez. Donc il vous reste à peu près 7 minutes pour ensuite laisser la place aux questions. Merci. Ouais, je commence en sens inverse parce que c'est plus important. Ah, mais il marche. Pardon. Je commence en sens inverse parce que c'est plus important d'essayer de montrer aussi comment cette politique a pesé jusqu'à des événements qu'on va voir dans les années 90, voire 2000, donc en partant du Golfe, et je finirai par l'Afghanistan, donc en sens inverse. Bon, l'administration Carter, il lui reste peu de temps. Elle a le sentiment que les choses bougent dans le Golfe, elle commence à réfléchir, etc. Bon, elle veut relancer l'interventionnisme, elle a une perspective interventionniste, un discours plus dur, c'est la fameuse doctrine Carter, donc la fameuse déclaration lors du discours d'éclat de l'Union, qui dit toute tentative par une puissance, je traduis l'anglais rapidement, toute tentative par une quelconque puissance extérieure pour obtenir le contrôle du Golfe, de la région du Golfe Persique sera vue comme un assaut contre les intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique, et un tel assaut will be repelled by any means necessary, including military force. Discours de l'État de l'Union, 25 janvier 1980. Donc il y a tout un discours d'interventionnisme, le réarmement du Pakistan, l'installation de bases, Diego Garcia, les ports au Kenya, Mombasa, en Somalie, Berbera, toute une sollicitation des petites monarchies pour des droits de prépositionnement de matériel militaire, plus ou moins réussi. L'Oman, ça marche bien. Donc il y a cette mise en application-là. Il y a des textes de Brzezinski montrant que tout ça, c'est important géostratégiquement. C'est aussi important pour le pétrole, parce que les États-Unis sont importateurs nets. Et puis, comme tu disais ce matin quand tu parlais d'inflation, l'URSS, dans les années 70, est devenue une puissance pétrolière et gazière exportatrice. Et donc, si on joue sur les marchés globaux, on va pouvoir affaiblir l'URSS, d'où les sanctions de Carter, etc. L'administration Carter, elle relance un peu l'interventionnisme. C'est mal préparé, c'est l'affaire de Tabac d'avril 80, de tentative de libération des otages. C'est la première fois depuis 1945-1947 que les États-Unis interviennent au Moyen-Orient, sauf le Liban en 1958. D'habitude, ils intervenaient par des instruments économiques et financiers. Là, c'est de l'intervention militaire directe. Mais c'est l'administration Reagan qui va suivre, qui est très différente, on est bien d'accord, qui va en quelque sorte, sans le dire, mettre en œuvre la doctrine Carter, en étant très activiste. Chose qui va fasciner dans les années 2000 les néoconservateurs américains qui voudront faire une politique néo-réganienne. Mais plein de gens étaient des petites mains dans l'administration et sont devenus des bureaucrates de niveau plus élevé, évidemment, au moment où Bush arrive au pouvoir. Donc c'est toute l'idée que s'il y a un problème dans le Golfe, on interviendra directement. C'est ce qui se passera avec la guerre du Golfe de 90-91, qu'on n'utilisera plus des proxies régionaux. De toute façon, en mars 1979, il y a eu la fin du CENTO, le fameux pacte de Bagdad aussi. Donc on va mettre en place une force, la Rapid Deployment Force, la force de déploiement rapide, et fondamentale en 1983, on va mettre en place, alors c'est un bateau de l'US Navy dans le Golfe, après ça sera les bases au Qatar, et puis c'est une base, la MacDill Air Force Base à Tampa en Floride, on va mettre en place le CENTCOM, le commandement central. Le commandement central, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les guerres d'Irak 2001-2011, ou les guerres d'Afghanistan 2001-2021, ou contre Daesh à partir de 2014-2015, elles sont menées par le CENTCOM. Donc il y a un regain d'interventionnisme américain.
il y a tout un certain nombre de gens qui montent dans l'administration, qui étaient des petites mains qui venaient de faire leur thèse, leur PhD. J'ai parlé de Fukuyama, de Khalilzad, je pourrais parler de Wolfowitz, je pourrais parler de Dennis Ross pour le processus de paix, qui est dans ces éléments-là, soit au Pentagone, soit au département d'État, qui met en place ce qu'ils appellent le Little Pentagon, c'est-à-dire le Bureau of Political Military Affairs, qui négocie les prépositionnements des forces américaines avec l'Égypte, le Bahreïn, le Koweït, l'Oman, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce qu'ils appellent Access Agreement, c'est ramener du matériel pour le jour où on débarque, on ait le matériel, ce qui s'appelle overbuilding, overstocking. Donc on charge du matériel. Et toute cette vision de l'importance du Golfe, l'importance pour le pétrole, parce que les États-Unis sont importateurs nets encore à cette époque-là, l'importance parce qu'il y a des menaces, l'Iran et l'Irak, l'importance aussi parce que c'est essentiel pour les équilibres économiques mondiaux, le Golfe, la stabilité de l'Europe, la stabilité de l'Asie aussi. Évidemment, après, dans les années 90, le Japon, puis la Chine, les rivalités sur l'Asie. Cette vision de l'importance du Golfe, elle va se poursuivre dans les années 90, autour de ce qu'on a... Alors, d'abord la guerre du Golfe, où on débarque pour régler les problèmes, puis après, on met en place le dual containment, ça c'est Martin Indyk, sous l'administration Clinton. Donc, on ne va plus contrebalancer l'Iran face à l'Irak, etc. Non, on va tracer une ligne autour de un modèle de guerre froide. On va contenir ces deux acteurs, mais les deux à la fois, dual containment de l'Iran et de l'Irak après 1993. Puis après, ça vous explique toute cette focalisation sur le Golfe, sur cet interventionnisme américain sur le Golfe, sur l'Iran, sur l'Irak, les sanctions sur l'Irak, le renforcement des sanctions dans les années 90 qui deviennent des smart sanctions. C'est du discours. L'idée qu'on va aller, c'est 98 et on est dans les milieux républicains, beyond containment, au-delà du containment, pour aller vers le régime change en Irak. On en parle déjà sérieusement dans les années 98, on est encore sous l'administration Clinton. Et évidemment, tout cela débouche sur l'invasion de l'Irak en 2003. Donc tout ça pour vous montrer que des choses qui sont mises en place dans les années 79 dans une logique de guerre froide vont se poursuivre après avec l'administration Carter et puis les administrations qui vont suivre et peser jusqu'à nos jours. C'est des outils qui sont en place là, cette focalisation sur le Golfe est en place à ce moment-là. L'Afghanistan. Combien de minutes? Si c'est possible, 4 minutes 3-4 minutes? Allez, c'est plus rapide. Donc, l'Afghanistan, du côté, la réaction du côté américain, donc je vous ai dit, c'est un pays dont ils ont accepté le glissement sous l'influence communiste. Les communistes sont divisés, ils s'entretuent. Il y a le drapeau Parcham et le Khalq, le peuple, les deux factions. Ils s'entretuent aussi avec les islamistes. À cette époque-là, le commandant Massoud, il est islamiste. Donc tout ça, c'est des élites urbaines scolarisées de la monarchie afghane qui utilisent les idéologies modernes, communistes ou islamistes. Les Américains, c'est quand même un peu traumatique, l'Afghanistan, parce que février 79, il y a l'assassinat de l'ambassadeur américain, Adolph Dubs. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fascine jusqu'à nos jours. Vous êtes fatigué, ce n'est pas de la grande lecture par rapport à d'autres choses que j'ai pu citer, mais il y a un livre qui s'appelle Murder in Room 117, par un journaliste canadien qui revient à l'hôtel Kaboul où avait été enlevé par des gens qui exigeaient la libération d'un poète marxiste afghan qui avait enlevé l'ambassadeur américain, et puis le KGB, l'équipe d'assaut du KGB a pris d'assaut, puis l'ambassadeur a été retrouvé avec 3 balles dans la tête sur une chaise. Donc il y a tout un mystère là-dessus jusqu'à nos jours, d'où un journaliste canadien qui, dans les années 2010, se réintéresse à ça. Bon, on ne sait pas le fin mot de l'histoire, mais il a interviewé le type qui commandait le groupe d'assaut du KGB, qui commence à être âgé. Donc il y a aussi tout un certain nombre de jeux de guerre froide autour de Brzezinski sur le piège afghan, Afghan Trap, etc. Puis Reagan autour de Gorbatchev qui veut se retirer d'Afghanistan dès 85, les États-Unis qui lui répondent retirez-vous et puis on verra après, et puis en même temps qu'on voit les Stinger, les missiles anti-aériens en 86, et puis Gorbatchev retire 2 régiments, on envoie plus de
de Stinger. Il y a tout un jeu de guerre froide et les Américains n'ont aucun intérêt pour l'Afghanistan en lui-même au-delà du symbole. Donc l'URSS va se retirer sans garantie des États-Unis et du Pakistan sur l'arrêt de l'aide militaire à la résistance et sur le fait qu'il n'y aurait pas un régime anti-soviétique en Afghanistan et tout le monde abandonne l'Afghanistan. La période d'après-guerre froide, je crois que c'est Alain qui vous l'a expliqué ce matin, c'est un monde où on a envie de résoudre un certain nombre de conflits. Il y a une relance de l'ONU par le Conseil de sécurité qui va lancer des opérations de peacekeeping, de peace building, on va appeler ça. Donc les États-Unis sont essentiels, mais l'Afghanistan, il va être totalement laissé hors de cela. Il va être oublié dans cette affaire-là. Ça va s'appliquer sur la Somalie, sur la Bosnie, l'ex-Yougoslavie, etc., mais pas en Afghanistan. Or, en Afghanistan, le conflit, vous avez un conflit qui a au moins 4 dimensions. C'est-à-dire il y a une dimension locale à ce conflit, linguistique, confessionnelle, géographique, tribale, etc. Il y a deuxièmement une dimension régionale, le rôle du Pakistan. Il y a troisièmement une dimension internationale, donc l'invasion soviétique et l'action américaine. Et puis je dirais il y a une dimension transnationale, le djihadisme, Abdallah Azzam, etc. Autant la troisième dimension internationale est éteinte par la fin de la guerre froide, donc entre 85 et 88, autant les autres dimensions persistent et il n'y aura pas de processus de paix, de prise en compte de ça par des mécanismes onusiens, comme je l'ai expliqué par le Conseil de sécurité. Ces modalités de gestion de l'après-guerre froide seront complètement oubliées sur l'Afghanistan. Il y a un abandon américain sur l'Afghanistan. Abandon, le regain d'intérêt sur l'Afghanistan, c'est 2001. C'est 2001, et encore une fois, on s'y intéresse très rapidement parce que très vite on est focalisé, je dirais même obsédé par l'Irak, dès fin 2001-2002, dans l'administration Bush. Et le réintérêt américain, où toute la puissance américaine, avec toutes ses limites, va s'appliquer, c'est Obama, la War of Necessity, à partir de 2009, qui va se rapprocher des militaires pour après se heurter à eux, qui va essayer de prendre la dimension régionale en compte, ce qu'on appelle AFPAC, c'est-à-dire l'Afghanistan, l'insurrection afghane. Si vous ne prenez pas en compte qu'il y a une profondeur stratégique qui les soutient, qui est le Pakistan, ça pose un problème, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Donc il faut prendre en compte les deux problèmes, c'est-à-dire les intérêts pakistanais. Donc ce qu'on appelle AFPAC, ce que Richard Holbrooke, qui s'est occupé de la Bosnie, donc il connaît ces processus de paix, va introduire aussi en Afghanistan sous Obama, AFPAC, d'ailleurs il mourra de fatigue de tout ça. Donc, voilà. Et donc à partir de là, les Américains vont se lancer dans un interventionnisme forcené sur l'Afghanistan, de reconstruction, de contre-insurrection, counter-insurgency, COIN en jargon, où là vous avez toute la pensée américaine des années 90-2000, de pragmatisme, d'idéologie, de sens des intérêts, de mythe de puissance, on est puissant donc on peut agir, et puis en même temps de myopie, qui va se développer sur ce dossier-là, hein, qui va reconstruire des forces de sécurité afghanes, toute une reconstruction de ce qu'on appelle security sector reform dans les processus de paix aussi onusiens, hein, le SSR, mais qui va oublier de reconstruire l'État, qui va être laissé à Karzai, puis après à Ashraf Rani, pourtant un anthropologue, vous pouvez lire sa thèse, faite à Columbia, sur le fait que malgré le fait qu'on soit dans un État tribal, on peut construire un État. Et il y a un État afghan depuis 1747, c'est sa thèse, son PhD. Après, bon, il a un peu puisé dans la caisse, il est parti avec la caisse, comme vous savez, en 2021. Donc tout sera un échec. Mais c'est ça le regard américain sur l'Afghanistan. Donc c'est très tardif, et c'est de l'administration Obama, et puis bon, elle se perdra dans ses propres limites. Hein. C'est très, très critiqué. Si vous regardez des livres de Stephen Simon, A Grand Delusion, etc., qui a été dans tous ces milieux depuis
les années 79 jusqu'à l'Afghanistan, bon, dans des fonctions exécutives sous Reagan, je crois, et puis après dans des fonctions de think tank, qui vous explique tout ça, toute la myopie, le fait qu'on a manqué d'idées à la fin et qu'on s'est enlisé dans l'Afghanistan, dans cette débâcle télévisée qu'on a vue à Kaboul en 2021. Mais je crois que je n'ai pas respecté le temps. Pardon. C'est pas grave. Pour terminer assez rapidement et revenir un petit peu sur une période effectivement plus contemporaine, je vais demander, pour conclure, en 3-4 minutes pour laisser des questions, si c'est possible. Comment l'expérience afghane influence les engagements militaires russes, cette fois-ci, notamment à travers l'exemple de la Syrie? Alors oui, effectivement, il y a une analogie qui peut être faite entre les conflits afghans et syriens à plus d'un titre. D'abord parce que dans les deux cas, Moscou va essayer d'utiliser une sorte d'atout culturel sur les terrains afghans comme sur le terrain syrien. Sur le terrain afghan, on a l'envoi de militaires, par exemple de Tadjiks avec uniforme afghan proposé par les communistes afghans dès le début, en se disant que ça allait aider, que cette proximité culturelle allait aider. On retrouvera un peu ce réflexe en Syrie aussi, notamment entre 2016 et 2017, à travers le recours à des musulmans, ou même des Tchétchènes en particulier, dans le cadre de la police militaire à Alep. C'est un réflexe que Moscou a gardé. Dans les deux cas, on a ajouté l'adjectif utile à certains territoires qu'on a voulu garder. Il y a eu un Afghanistan utile et il y a eu une Syrie utile d'un point de vue stratégique. Mais je pense que le principal point de comparaison, c'est l'obsession de la frontière et en l'occurrence, la frontière pakistanaise pour ce qui est de l'Afghanistan et la frontière turque pour ce qui est de la Syrie, puisque dans les deux cas, ça a été une obsession militaire, comment faire en sorte que cette frontière soit sécurisée. Et en l'occurrence, les Russes ont réussi en Syrie, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en Afghanistan, c'est-à-dire à rendre plus ou moins sur la frontière qui les dérangeait le plus. Ils l'ont fait en Turquie de deux manières, en fait, de manière assez cynique. D'abord en s'appuyant sur des combattants kurdes, puis en s'appuyant sur la Turquie directement, parfois contre les combattants kurdes. Alors, évidemment, l'analogie est quand même à ses limites, puisque les Russes ont limité les pertes en Syrie. On parle de plus de 26 000 morts en Afghanistan, là où en Syrie, la Russie a décidé en fait de s'appuyer essentiellement sur des mercenaires pour tout ce qui était particulièrement risqué. L'une des plus importantes pertes, ça a été les 300 à 400 combattants de Wagner tués lors d'affrontements avec les forces démocratiques syriennes au nord-est du pays. Donc il y a eu aussi cette nouveauté sur le plan militaire. Par contre, et j'ai envie de dire que la comparaison avec l'Ukraine serait aussi intéressante, puisque les 26 000 morts en Afghanistan, les Russes les ont subis en Ukraine très très vite. Et là, en l'occurrence, la stratégie semble être différente. Pour ce qui est de l'image de la Russie, en fait, il semblerait que la Russie ait voulu, en Syrie, éviter les écueils de la guerre d'Afghanistan. Au début du conflit syrien, il y avait cette crainte que la Russie soit confrontée au même problème qu'en Afghanistan, c'est-à-dire de se retrouver avec une image particulièrement négative dans la région, et il se trouve qu'effectivement, à un moment donné, on a eu l'impression que la Russie pouvait être isolée face à des partenaires du Golfe, encore une fois. Mais les choses ont évolué de manière très très différente, puisque en réalité, les victoires militaires au profit du régime syrien ont plutôt poussé la Russie à
apparaître comme un acteur incontournable. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et même, à certains égards, le Qatar ont eu plutôt le réflexe d'aller vers la Russie que d'essayer de lui tourner le dos, même après la guerre en Ukraine. Et évidemment, sur la question des hydrocarbures, la Russie a subi le sort inverse de celui qu'elle avait subi dans les années 80, puisque là, l'OPEP a joué le jeu de la Russie en refusant, malgré les pressions américaines, d'augmenter la production au moment où on le voulait, où les Américains le souhaitaient. Alors, en Afghanistan, plus directement, ce qui est aussi ironique, c'est que la Russie apparaît comme presque la principale puissance à conserver à avoir renoué avec les talibans. Et ça, effectivement, c'est quand même le fait de se retrouver avec un ambassadeur qui reste là où les autres partent, avec un ambassadeur qui discute avec les talibans là où les autres partent. On a l'impression quand même que les Russes prennent une mini-revanche symbolique sur l'histoire. Et je conclurai en fait sur les événements actuels, puisque la Russie aujourd'hui, dans la région, apparaît comme un partenaire, on va dire, comme un interlocuteur tout à fait, comme un interlocuteur à la fois pour les acteurs étatiques et pour les acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques, en fait, qui deviennent aujourd'hui, qui sont le front du refus d'aujourd'hui, en réalité, puisque si on parle du Hamas, du Hezb, des Houthis, etc., ils sont, ils sont ce qui reste de l'idée d'un front de refus en réalité dans le monde arabe. Et la Russie garde un dialogue avec l'ensemble de ses acteurs et avec ses adversaires d'hier. Je pense notamment à des pays comme l'Arabie Saoudite ou avec des pays avec lesquels Moscou avait eu de longues périodes de tension. Je pense notamment à l'Égypte, puisque par exemple pour la période 2017-2022, la Russie redevient le principal fournisseur d'armement pour l'armée égyptienne. Donc ce qui se passe en fait actuellement avec Gaza est une énième en fait occasion donnée à Moscou d'apparaître comme une sorte de champion d'une forme d'anti-impérialisme à très peu de frais, et puisque, en réalité, sans rien dire de singulier sur la question, on a quand même des opinions publiques dans le monde arabe, par exemple, qui applaudissent et qui considèrent que la Russie apparaît presque comme un allié, ce qui en dit, pour le coup, beaucoup plus sur l'évolution des pays dits occidentaux que sur l'évolution de la Russie elle-même. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages qui mériteraient, je le vois bien, beaucoup plus de temps. Il nous reste 2 petites minutes pour des questions. Non, pas de questions. Pas de questions. Merci infiniment.